Dans la grande plaine agricole d'Alex, près de Crest dans la Drôme, la famille Chancel en est à sa 4e génération à exploiter une même ferme. Il a fallu beaucoup de labeur pour l'équiper et l'améliorer. Pierre Chancel est, à 92 ans, le formidable conteur de toute cette aventure. Et il revient bien volontiers, dans la ferme qu'il occupa jadis, voir travailler sa petite-fille Mélanie. Elle-même succède à son père Jean-Marie, fils de Pierre Chancel. Eh bien, à l'origine, c'était sûrement le même propriétaire, mais ça doit dater de très vieux. Tout ce qui était de là, c'était la ferme. Et là, c'était le potager. Oh, j'ai fait des frais dans cette maison. Voilà. Et dans quel état est-ce qu'elle était la maison lorsque vous l'avez... Oh, comme à l'époque, c'était... C'est comme je dis, maintenant, ça serait une maison qui serait impropre, enfin, comme on appelle ça, pas habitable, quoi. C'était... Eh ben, je l'explique, quand on marchait sur le plancher dessus la cuisine, on ramassait la poussière d'envers. Alors, j'avais au départ, mais je crois que c'est tout expliqué dans mes mémoires. J'avais plafonné en isorel à l'époque, on trouvait de l'isorel qui faisait 3 cm pour ne pas recevoir toute la saloperie qui tombait dans. Sans ça, je ne l'aurais pas fait. Eh bien, on aurait vécu dans un taudis pendant 25 ans, alors que là, on avait quand même une douche, on avait le minimum, un WC. On a fait une maison avec tout le confort moderne, quoi. Votre père, en somme, était hongreur. Voilà. J'aimerais que vous me disiez ce que ça veut dire, hongreur. Vous savez ce que c'est qu'un hongre? Bien sûr. Bon, c'est un cheval castré. Eh bien, il castrait les animaux. Et il y en a... Et surtout les porcs. Si j'avais tous les porcs que mon père a castrés, je suis certain qu'ils ne rentreraient pas dans la maison. Ah mais oui, parce que c'était par dizaines de milliers par an. Dizaines de milliers? Oui. Alors, il tournait aussi les bœufs, les moutons, on les tourne pour leur faire fondre les testicules, il castrait les chiens et les chats à l'occasion, mais c'était surtout les porcs. Alors souvent, les mâles, maintenant les éleveurs, ils les castrent presque à la naissance, et les truies ne sont pas castrées, mais à l'époque, les cochons étaient castrés. Alors les mâles se faisaient entre 8 mais souvent quand il allait loin, parce qu'il allait de Livron à Lucandiwa et de Bordeaux à Chabeuil. Ah mais oui, il faisait que ça. Il partait le matin, il rentrait le soir, c'était son métier. Et alors, on faisait ça, pourquoi? Parce que ça faisait grossir davantage. Ah ben oui, un animal qui n'est pas castré, automatiquement, il court, Il a été hongreur de quand à quand, votre père? Il a dû commencer, parce qu'il a appris le métier avec un gars qui était hongreur, hein, il n'a pas été à l'école, parce que mon père était illettré, il n'avait pratiquement pas été à l'école. Il était orphelin de mère à 4 ans, de père qui se préoccupait de lui à 12 ans, il avait des sœurs qu'il n'a jamais connues, qui ne savaient pas qu'elles existaient. Non, mais c'était... Et originaire de Diolfi, il est venu habiter à Crest. Alors je pense qu'il était de la classe 19, et il a failli faire un peu la guerre de 14 parce qu'il fallait des soldats, mais bon, total, il n'est pas parti. Mais il a fait l'occupation 2 ans en Haute-Silésie. 2 ans qui n'ont pas été marrants, parce qu'il y a bien les Prusses n'aimaient pas les Français du tout. Alors là, la Prusse orientale, c'était... Et il y en a bien qui ont été assommés, qui sont finis sûrement dans la Baltique, ils ont été entraînés par... Mais enfin, lui, il s'en est sorti. Et je pense que, alors là, avec mon père, je ne m'entendais pas tellement. Il avait un caractère entier, alors c'est vrai qu'on n'avait pas tellement de dialogue. Maintenant, je le regrette. Parce qu'il m'a donné que des bons conseils, il m'a donné que de la bonne morale. Je ne peux pas me plaindre de ça. Et je pense qu'il a dû apprendre son métier avec un monsieur blanc qui s'appelait, comme il était de Diolfi. Et quand il est revenu de l'armée, alors il devait avoir quelque argent, parce que je ne sais pas s'il avait repris son travail, parce qu'il était domestique. Hein. On mettait une ferme. Et quand il était parti en Silésie, où les patrons lui ont dit « Alors mon Julien, tu ne te fais pas de soucis, on te garde ta place. » Il a dit « Oui, oui, oui. » Il voulait être son petit patron, ne pas être aux ordres de quelqu'un. C'est pour ça qu'il a pris un métier indépendant pour être son chef lui-même. Alors, il est bien entendu
que tout ça se passait en vélo ou en métro? Ah ben oui, en vélo. Alors quand il faisait son apprentissage, le père Blanc, qui était Diolfi, lui a dit « Maintenant, tu sais faire, mais gauche pas mes plates-bandes. » Alors c'est de là qu'il est venu habiter à Cré. Et puis, je pense que, parce qu'il doit avoir à l'époque 23 ou 24 ans, je pense qu'il a rencontré ma mère, qui était l'aînée du Dupont, en allant castrer des cochons. Et comme elle était l'aînée, qu'elle avait déjà 24 ans, et qu'elle s'était bien sacrifiée pour les... On lui a bien dit que le père Chancel n'avait pas un caractère formidable, mais elle n'a pas hésité. Elle serait sûrement restée au crochet. Et en fin de compte, ça a été un bon père, ça n'a pas été un mauvais mari, il n'était pas... Quand il a bu le canon, il n'était pas toujours bien marrant, c'est vrai, mais enfin bon. Dans le fond, quand j'y pense, il était formidable. C'est vrai qu'il était formidable. Parce qu'on devine, lorsqu'on vous lit, que c'était des vies dures. Ah oui. Alors, on est parti donc de Cré, que j'avais 4 ans, et il a loué cette ferme au Chano, où il y avait 4 hectares de terre. Et il est devenu quand même son patron, son exploitation, parce que son idée, ça avait été de devenir agriculteur, comme il était domestique, mais il fallait bien un métier, alors domestique, il ne voulait plus le faire. Alors il a pris ce métier pour être indépendant. Et alors là, c'est là que je raconte mon histoire, moi. J'avais aucune formation. Bon, la guerre, alors j'ai aidé mon oncle qui a été déporté, je suis allé chez mes grands-parents, j'ai fait le paysan, j'ai fait le maçon avec un oncle qui lui est revenu. Moi, et j'étais abonné, je ne sais pas si vous vous rappelez pas, on s'appelait ça Jeunesse Magazine. C'était une revue qui était d'avant-guerre, et dessus on faisait beaucoup de publicité pour l'armée de l'air, pour la marine, parce qu'on sentait le nazisme qui montait, et on encourageait beaucoup de jeunes à faire une formation militaire. J'étais passionné par l'aviation, alors pas comme un pilote, parce que j'avais pas, il fallait le BEPC, mais comme mécanicien ou radio. Mais il fallait aller. Alors il y avait une école qui était à Rochefort. Alors, mon père m'a dit, si tu y tiens vraiment, on fera le sacrifice, mais tu sais, il y a du travail à la ferme. Parce que Rochefort, maintenant, c'était plus loin à l'époque que l'Australie aujourd'hui. À partir de Rochefort, alors au total, je suis devenu agriculteur. C'est comme ça que je suis... Pas par accident, mais enfin bon. 4 hectares pour votre père. Oui. On pouvait vivre avec 4 hectares? Quand je suis venu à Alex, en 1942, il y avait 120 exploitations. Il y en avait qui avaient 3-4 hectares. Ils allaient ou en demi-journée à l'usine, ou ils allaient travailler. Il y avait quelque chose à côté. Maintenant, il n'y en a plus qu'une 12 exploitations. Alors, à peu près une douzaine. Toutes ont disparu, les maisons sont toujours là, mais les terres sont louées à des uns ou des autres. Eh bien... Ça, si j'ai bien lu vos mémoires, ça a été vraiment l'effort de votre vie, d'arriver à grand... Ah, ben voilà, pour pouvoir vivre, c'est sûr. Hein. Parce que c'est vrai qu'il exploite 40 ou 45 hectares. Quand je suis venu habiter à Alex, il y avait à Aiguebonne, il y avait 45 ou 50 hectares. C'était vraiment la très grosse exploitation. Nordon, 30 hectares, putain, mais c'est des gros. Gouillasson, la plus grande, c'était l'île, il y avait 105 hectares, mais il y avait 2 fermiers, donc ils avaient 50 hectares chacun. Mais maintenant, 40 hectares, c'est tout petit. C'est un tout petit. En grande culture, en grande culture, maintenant en bio, c'est pas un tout petit. En maraîchage, bon, il y a des gens qui vivent sur les 3-4 hectares, ou 4 ou 5 hectares. Mais en grande culture, nous on est considéré en grande culture, s'il y a une spécialisation ail, mais ça reste du légume de plein champ, on va dire. Donc une quarantaine d'hectares, c'est une petite exploitation. Oui, c'est une petite exploitation. Oui. En France. Et alors bon, quand j'ai eu en 42, j'avais 15 ans, plus 17 ans. Et bien, mon père a dit, puisque ça te plaît, il faut trouver une ferme un peu plus grande. De 4 hectares, on est sauté à 7. Ah, ça m'a drôlement grandi. Et alors, bon, mes parents sont restés jusqu'en 51. Parce que, bon, déjà, je fréquentais ma future épouse, parce que j'ai commencé, j'avais 16 ans à la connaître. Alors, déjà, et il est parti en 51, quand il a acheté à Sainte-Euphémie avec ma mère, et il nous a laissé la ferme. Et donc, je suis devenu mon propre patron, agriculteur.
Et vous n'avez pas cessé d'essayer de m'agrandir. De vous agrandir, oui. Ben oui, parce que 7 hectares, c'était un peu juste. Ben, on vivait quand même, mais enfin bon, c'était quand même pas grand. Et puis au début, quand j'ai acheté mon premier tracteur, j'en parle dans mes mémoires de ça, qu'un jour, j'avais plus le sou. Je suis allé à Alex, j'avais projeté pour 5 litres d'essence, j'en avais plus des sous. J'avais coupé tous les timons des outils qui étaient pour les bêtes. Je me dis, si demain les gens me voient atteler les vaches, parce qu'on a son orgueil, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser de soi? Ils vont dire, ce petit merdeux là, il veut... Oh putain. Et puis bon, à l'époque, on avait 2 ou 3 vaches. Ça paraît rien du tout ça. Mais c'est les vaches qui nous ont sauvé la vie. Parce que quand la fin du mois le laitier passait et que j'allais voir le père Seigneur qui me donnait la paye, eh bien, c'est ça qui a tenu la maison debout. Et puis ma femme qui a fait un travail toujours. S'il n'y a pas eu ma femme, j'ai dit c'était le pilier de l'exploitation. Ma femme, le boulot qu'elle faisait les femmes, mais incroyable, incroyable. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut plus raisonner de la même façon. Ouais. Plus raisonner de la même façon. À l'époque, il y avait quelques femmes qui étaient institutrices ou infirmières. C'est pas un paysan, ça. Pourquoi sa femme, elle travaille à côté? Ça passait très mal. Si je comprends bien, vous avez connu en effet, comme vous le racontez, votre épouse très jeune, et vous alliez, dites-vous, vous alliez au cinéma tout le temps. Ah oui, ça, l'Éden, on faisait tous les films qui passaient, et puis après il y a eu le Vox, qui s'est fait là, où il y a le marchand de meubles maintenant, là. Eh bien, on n'allait plus à celui-là aussi. Mais enfin, surtout l'Éden, c'était... Alors, les vieilles chaises, les 3e places qui étaient à droite, là, oh là là, on était assis comme sur des cailloux, quoi. Et puis le balcon, quand on avait les moyens, on allait au balcon. Mais là, tous les films qui passaient... Maintenant, quand je vois qu'on nous repasse les mêmes conneries, je me dis, il y a des vieux films que j'adore revoir. J'en ai un, là, quand je me suis acheté, parce que celui-là, c'est sentimental. C'est Fièvre, avec Tino Rossi. Oh là là. Maria, quand je vois tes yeux, pour moi la vie est plus belle et tout est merveilleux. Maria, tu es ma douceur. Tu es mon espoir, tu es ma joie et mon bonheur. Ça, c'est toute une histoire de moi et ma future épouse. J'avais que 17 ans, mais j'étais déjà amoureux. Maintenant, quand je vois des jeunes de ça, je dis, ils sont fadins, et j'ai fait pareil. Ouais. Pour arriver à trouver des terrains à louer, si je peux dire, c'était coton. C'était coton. Alors, il fallait aller chez des gens qui étaient déjà âgés. Alors c'est vrai que j'ai des gens qui... Il y a des gens qui m'ont mis les bâtons dans les roues. Hein. Il y en a qui m'ont mis les bâtons dans les roues. Je le raconte, hein, l'histoire de la vache. Par un gars qui était socialiste. Je ne dis pas son nom, je mets que son prénom. Et pourtant, mon père était... L'histoire de la vache, attendez, racontez-la. Qui était tuberculeuse. Enfin, oh là là. Il vous a vendu une bête qui... Ah oui, oui, et qui devait être tuberculinée. Il n'était pas tuberculiné. Parce que quand une bête qui réagissait au machin, automatiquement, elle était abattue et il devait même toucher une prime. Mais moi, il me l'a vendu une saloperie. Ça m'a contaminé une bête qui était formidable, qui a eu, à l'abattoir, elle a eu les abats saisis. Sa fille, que j'avais gardée en génisse, et quand on a tué le cochon était tuberculeux. Les abats ont été tout foutus, on n'a pas pu faire les boudins. La viande était bonne encore. Un autre m'avait promis ses terres. Alors là, ça m'a arrangé parce que c'était le long du canal, et comme on commençait l'irrigation avec une pompe, pomper dans le canal à l'époque, il y avait de l'eau, eh bien, c'était intéressant. Et au dernier moment, il s'est dédié, parce que je connais la personne qui lui a monté le coup. On me traitait de sale communiste, et comme Alex était très catho et très à droite, ceux qui étaient communistes, on ne pouvait pas les souffrir. Malheureusement, c'est comme ça. Ça a un peu changé, mais quand même, il en reste toujours quelque chose. Ça fait bon. Oui, vous êtes d'une famille, on était tous, votre père déjà, je crois déjà, on était de gauche, quoi. Ah, mon père était de gauche, oui. Ma mère, oui, mais peut-être un peu moins, je pense. La famille était...
Mon père était catholique, ma mère protestante. Mon père, quand il était placé, qu'il avait 7-8 ans ou 9 ans, on l'a envoyé au catéchisme. Et il s'est aperçu qu'on lui donnait un catéchisme qui était tout défraîchi, il manquait la moitié des pages. Et les enfants de petits propriétaires avaient un catéchisme. Mais lui, il a dit, pourquoi moi, pourquoi eux? Lui, tout de suite, il n'a plus eu le catéchisme, mais il est devenu athée. Mon père était comme moi je suis athée. Je ne suis pas contre la religion. Je suis un anticlérical, mais je ne suis pas un anti-religieux. Hein. Ça, je tiens à le signaler. Parce que ma femme, qui je pense était un peu croyante, un jour, je lui ai quand même posé la question, je lui ai dit, bon, si un jour il arrive quelque chose, elle m'a dit, je veux le curé. Je lui ai trouvé un curé. C'est pas un curé, c'est un diacre, mais c'est un ami, c'est M. Martial Grandjean d'Oust, c'est un ami à moi. Il m'a dit, pas de problème, je ferai l'enterrement. Et puis je lui ai fait faire la messe debout de moi, comme ça se fait traditionnellement. Je pense que j'ai fait mon devoir. Thomas, je ne suis pas un anti-religieux, que chacun croit à ce qui... Ça. Mais alors, anticlérical, à fond. Alors là, parce que non. La séparation de l'Église et l'État, c'est une très belle chose, qu'on remet en question actuellement. Et ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Ah, fait bon. Puis alors, pour dire la ferme, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la ferme. Heureusement que j'ai eu quand même des bras voisins, M. Labra, Léopold, où j'en parle. Et c'est sa femme qui était propriétaire, mais lui, il était donc... il m'a loué ses terres, puis après je les ai achetées à un des enfants de sa femme, qu'il a été super gentil pour moi. Je peux dire que s'il y en a qui m'ont emmerdé, il y en a d'autres qui m'ont rendu service. Alors c'est vrai qu'on est parti en 51 avec 6 hectares 75, exactement. Et quand j'ai pris ma retraite, on en avait 27 hectares, ou en propriété ou en fermage. Mon fils maintenant en exploite 45, mais il en a plus de 20 hectares en propriété sur le domaine de l'île. Alors ça, là-bas, des rangées de 300 mètres, c'est vraiment du gâteau. Là, il est très très bien structuré. Je suis été un des premiers à avoir acheté un tracteur en 54, 53 même, je crois que j'ai acheté mon pony, mon premier petit tracteur. Il y en a qui ont bien rigolé, ils disent oh, il va se casser la gueule, acheter un tracteur. Et c'est vrai que là, les bêtes, moi, ça, j'aimais pas. J'aimais plutôt la mécanique. Je me représente pas. Un tracteur, à l'époque, pour vous, compte tenu de ce que vous gagnez, c'était un gros sacrifice pour acheter? Le pony, non, parce qu'il m'avait coûté autour des 5 000, c'était les anciens francs, hein, c'était autour de 500 000 francs, avec la charrue et le canadien, à griffe, quoi, là. Il y avait un voisin qu'on appelait le banquier, qui est c'était sur la commune de Heure, j'en parle aussi de ça. Et j'allais des fois lui aider, il voyait que j'avais envie d'arriver, que j'étais volonteux, et pourtant, quand on disait le banquier, c'est que il jouait à la bourse, c'est un gars qui était près de ses sous, très avare et tout. Et un jour, il me dit, empâte-toi, Pierre, si un Dieu a besoin de 500 000 francs, viens me trouver. Vous avez compris, Pierre, si un jour tu as besoin de 500 000 francs, viens me trouver. C'est ce que j'ai fait. Et le taux de la Banque de France. Eh bien, j'ai beaucoup de souvenirs pour lui. Parce que c'est rien ça, mais quand il y a des gens qui vous font confiance et qu'on a 25 ans, 26 ans, c'est beau. Et ça, il y a d'autres personnes qui m'ont fait confiance. Monsieur Vallat, à Heure, quand j'avais mes vaches, j'en parle encore dans mes mémoires, je le redis. Et j'achetais ce qu'on appelait de la recoupe, qu'on mélange aux betteraves pour les vaches. Et des fois, je n'avais pas le sou. Le père Vallat me disait, emmène ça, quand tu toucheras la paye du lait, tu viendras me payer. Ça fait du bien aussi. Et puis monsieur Albert,
à Chabriand. Quand j'avais fait ma première bande de poules pondeuses, j'avais fait un petit poulailler. Alors M. Albert qui me dit, mais et alors quand vous aurez élevé vos poules, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, l'éleveuse, ben, elle restera en panne jusqu'à ce que j'ai à mettre dedans. Mais il ne faut pas la faire chômer. Il parlait un peu pour lui aussi, c'est vrai. Il me dit, il faut mettre des poulets. Je lui ai dit, mais j'ai pas l'argent pour acheter les poussins. Mais il me dit, mais venez chercher les poussins. Quand vous vendrez les poulets, vous viendrez me payer. Merci, M. Albert. C'est vrai que quand on voit des gens comme ça, quand vous faites confiance que vous êtes jeune, alors qu'il y en a qui font tout pour vous démolir. Mais on dit quand même, il n'y a pas que des crapules sur Terre. Hein. Alors ça, c'est des choses qui sont toujours restées dans la mémoire. Alors, ce que vous racontez aussi, c'est qu'en somme, à partir du moment où vous avez eu le tracteur, c'était un changement complet dans votre vie parce que le temps passé est vite. Et là, c'est l'engrenage. Et une fois qu'on y a mis, c'est là. Donc, tu as plus du temps. Donc, tu peux en faire plus. Alors, toujours. Et puis, il y en a qui sont maintenant à 500 hectares, mais ils n'en ont encore pas assez. Encore pas assez, toujours plus. Parce qu'on fait des tracteurs de plus en plus puissants, on gagne de plus en plus de temps. C'est un cercle sans fin. Il faudrait même qu'on arrive à... Et puis alors bon, ce qui nous a sauvés, c'est la culture du tabac. Parce que quand mon fils décide de rester avec moi, avec 27 hectares en grande culture, on ne serait pas arrivé. Mais en 70, il y a eu une relance du tabac. J'ai fait mes 2 grands séchoirs. Maintenant, il n'y a plus que du matériel où un beau jour ils vont se démolir. Ben, c'est ce qui nous a sauvés. Hein. On a fait jusqu'à presque 3 hectares de tabac. Et à l'époque, ça rapportait de l'argent. Et il a fallu se mettre à la comptabilité réelle. Alors c'est mon fils qui l'a, moi j'ai jamais aimé les chiffres, moi. C'est mon fils qui s'est mis à faire. Et puis maintenant, comme je le dis dans le bouquin, un agriculteur, il passe souvent plus de temps devant son ordinateur que dans ses champs. Je vois mon fils, il faut tout enregistrer, tout. Dans le temps, on était agriculteur, on faisait que ça. Voilà. Enfin, moi, c'est vrai que je suis de la vieille, hein, comme le vieux nom, je suis de la vieille. Hein. Vous aussi, vous êtes un peu dans une course à aller. Non. Moi, j'ai de la chance que j'ai repris et que mon père il est assez soigneux sur le matériel. Donc, j'ai racheté son matériel. Je ne suis pas spécialement passionnée de matériel. Bon, après, il faudra bien sûr... L'exploitation étant pas très grande, le matériel dure 13 ans facilement. Il est super équipé parce que vraiment, c'est du matériel qui est au top. Tu as du matériel qui est en état de marche, de fonctionner, et tu en as pour des années. Ouais. Ça c'est comme un nouveau tracteur, comme ça ne tourne pas tellement. Ouais, après maintenant, ceux qui sont hyper équipés, ils ont des bornes GPS sur le tracteur. Bon, Charles, comme neuf, le tracteur, mais oui, après, on a du matériel bien entretenu et... Enfin, j'ai de la chance parce que... Disons qu'on n'est pas dans un modèle très productiviste quoi, par rapport à ce qui se passe ailleurs. Ils sont en bio, hein. Parce qu'il n'y a quand même pas une surface importante, et puis sur le fait d'être en bio aussi... Et puis on travaille vachement en famille aussi, donc... Par contre, on fait faire les boulots spécialisés par l'entreprise. Moisson, semis et semis de l'ail. Tous les semis, sauf le blé, et les moissons. Et là, c'est des machines, c'est même pas la peine, on ne peut même pas se les acheter. Quoi. C'est des centaines de millions presque. Je suis été un des premiers à irriguer. En 1960, j'ai acheté un groupe diesel, je pompais dans un puits, on pompait dans le canal. J'irriguais déjà. Ça crée des investissements, ça crée du boulot supplémentaire, mais vous avez l'assurance du revenu. Parce que si sèche, vous avez planté, vous avez semé, mais vous ne savez pas si vous allez récolter. Mais là, on est sûr de récolter. Ça, c'est certain, l'irrigation, si on n'a pas d'irrigation, c'est même pas la peine d'exploiter. Surtout dans des terres, si on prend les terres comme là, que c'est que du sable, si vous n'avez pas d'irrigation. Et maintenant, dans des terres comme ça, bien sableuses, mais le maïs, il fait aussi bien que dans la bonne terre. Simplement, il faut mettre un peu plus d'eau. Voilà. Parce que le maïs, c'est une plante miracle, mais c'est très gourmand en flotte. Autrement, c'est une plante miracle. Vous faites du 130, 140 quintaux en conventionnel, pas en bio. Dans du terrain qui à l'époque, valait rien. On y faisait du seigle ou du sainfoin. C'était la récolte des sols pauvres. Mais avec l'irrigation, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez été, pendant longtemps, je crois, membre des tribunaux paritaires des baux ruraux. Ça, c'est un très bon souvenir que j'ai. Alors justement, je voudrais vous demander, parce que ça veut dire que
Bon, il y avait quand même beaucoup de conflits autour de la terre. Oh, ben, pas chez tous, mais il y en avait qui avaient des conflits, c'est vrai. Ce qui a sauvé la France, vous savez que le statut du fermage et du métayage date de 1946. Et, parce qu'avant, il n'y avait pas de statut. Alors, quand arrivait la Toussaint, on voyait souvent passer une charrette. Sur la charrette, avec les bœufs, il y avait tout. Les meubles, il y avait tout. C'était des pauvres petits paysans qui ils changeaient de ferme tous les 3 ans, parce que les baux se faisaient sur 3 ans. Pendant 3 ans, vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez rien faire. Alors c'était que du chien d'âne, les terres étaient tirées par les cheveux. Alors le statut du fermage a institué les baux de 9 ans et reconductibles, parce qu'il n'y avait que le propriétaire qui pouvait reprendre. Automatiquement, le gars déjà en 9 ans, on peut déjà entreprendre un peu quelque chose. Et bien tout de suite, on a vu, et pour ça, le statut du fermage, pourquoi il a été institué en 1946? Parce qu'on crevait la dalle, il n'y avait plus rien. Il a fallu donner la sécurité aux agriculteurs pour qu'ils puissent produire. Et ce n'était pas pour nos beaux-œufs qu'on a fait ce statut, parce que certains, certainement, mais bon, ça a été quand même une des plus belles choses qui a été faite pour l'agriculture. Vous avez dit on crevait la faim pendant la guerre et à l'issue de la guerre. Pendant la guerre, vous souvenez d'avoir vu passer des gens qui cherchaient à acheter On avait des gens qui venaient du Midi, alors surtout des employés de chemin de fer qui ne payaient pas le train. Et on a su après que certains, ils achetaient puis ils revendaient après ma affaire. Mais la plupart étaient gentils. Quand on est venu habiter à Aix, mon père avait acheté au père Doma, qui habitait à Salène, parce qu'ils avaient le bouc chez Doma. Il avait acheté un bouc. Il a dit, bon, alors lui, comme il était hongrois, il a castré le bouc. Puis le bouc, mon ami, puis quand le bouc a été bien dodu, bien gras, on a tué le bouc. Mais il ne sentait plus, parce que comme il était castré, il ne sentait plus. Hein. Et on a fait de la graisse, et on y avait au moins 15 kilos de graisse tellement qu'il était gras. On l'a goûté, on en a mangé, c'était pas mauvais. Hein. Et puis on avait une dame qui venait de la Voulte. Elle venait à vélo, son mari était tuberculeux, il était dans un sana. Ça faisait pitié de les voir ces gens-là, parce que là, c'était pas du bidon. Hein. Et un jour elle vient, ma mère a dit, mais je n'ai plus rien. Tous les jours quelqu'un vient. Elle dit, si j'ai de la graisse de bouc, mais je ne vais pas vous donner ça. Donnez-moi un petit peu. Donne un peu de graisse de bouc. La graisse de bouc, elle n'a pas fait de elle est toute partie comme ça. Quand vous racontez ça maintenant, mais elle n'avait pas de goût. C'était de la matière grasse. C'était comestible. Il n'y avait pas d'odeur ni rien. Mais quand on raconte ça maintenant, ça... Nous, on n'a pas été malheureux. On était agriculteurs, on a toujours eu à manger. Mais il y a des gens qui ont été malheureux. Et oui, de l'huile aussi. Quand on faisait l'huile au pétard, clandestinement, parce que c'était défendu. Il fallait faire l'huile. Voilà. Il y en avait qui avaient monté des petites presses, mais nous on avait fait venir un gars qui avait une presse hydraulique, parce que le chou, on ne peut pas arriver à l'extraire avec une presse comme ça, il faut une presse hydraulique. Alors on faisait de la graine de chou. On faisait de l'huile avec de la graine de chou. De la graine de colza, oui. Ah. Mais même avec la graine de chou ordinaire, ça fait de l'huile. Il y a la guerre. C'est pas de peau, la ferme de votre famille, en gros, elle est pile au milieu. Oui, enfin, on n'en a quand même pas souffert. On était entre, je dis, on voyait passer on les entendait passer, les obus, les Américains c'était de là, les Allemands c'était de là, ça n'arrêtait pas. Mais on s'est trouvé au milieu, donc pendant 4 ou 5 jours, on était allé coucher dans les grottes. Je ne voulais plus y aller près. J'avais fait un tour pour faire un puits perdu, je m'étais mis dedans, j'ai dit je reste là. Mais non, on n'a pas eu d'obus qui ont tombé dessus, ça s'est bien passé. Vous avez quand même été arrêté par les Allemands. Le 6 juin, moi, tellement content, je monte vite voir ma fiancée, ma future femme, j'ai dit pétard. Et puis bon, j'arrive là-bas, je ne sais pas, c'était peut-être 11h. Et puis les Allemands sont arrivés au carrefour de Salène, là où il y a le rond-point maintenant. Ça devait être midi et demi. On a commencé à entendre peut-être des coups de fusil. On a dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi avec mon beau-frère, on avait le même âge, donc on avait 19 ans. Ah oui. On voulait partir chez les Chanots derrière, on connaissait tous les coins. Mais ma belle-mère, non, vous restez avec nous. Alors ma belle-mère avait une faute du diable. Alors on est parti, on est allé chez Vauvy, à côté, parce que c'était à 50 mètres. Et dans les caves, et puis on a attendu, bien sûr.
Alors là, ça pétait pas mal, ça pétait pas mal. Il y avait la bonne de chez Vauvy qui s'appelait Suzanne. Il tirait surtout des obus de 20 mm. On met des petits obus au canon de 20 mm. Et chaque fois qu'il y avait un obus qui pétait contre la maison, on faisait ah. Et ça pétait sec. Hein. Et puis peut-être au bout d'une heure ou deux, j'en sais rien. Les Allemands sont arrivés, on a entendu du grand brouhaha en haut, parce que le père Vauvy, avec sa barbe, vous ne l'avez pas connu, vous. Fallait le voir. C'était comme un personnage. Sa barbe jusque-là, et les cheveux derrière jusqu'à la ceinture. On l'appelait Jésus-Christ d'ailleurs. Pétainiste, mais pas délateur. Mais bon, la religion, Pétain, c'était des pétainistes, mais ça n'a jamais été des délateurs. D'ailleurs, je lui dois une belle chandelle. Et on entend du bruit, puis tout à coup, les Allemands descendent. Oh, pétard de bleu. Bernato était en haut, le pistolet là, la baïonnette qui piquait dans le dos, là, putain, il est vite monté en haut. Et j'ai entendu juste, et contre le mur et mitrailleuse. Ça, je l'entends encore, ça, dans la tête. Alors moi, d'un côté, mon beau-frère de l'autre, un Allemand devant lui, un Allemand devant, avec la mitraillette, prêt à appuyer sur la gâchette. Ça fait un drôle d'effet. Et le père Vauvy, et il a dit non, ce ne sont pas des terroristes, ce sont mes ouvriers qui travaillent pour moi, sur l'honneur, je vous garantis. Et bien, grâce à lui, les Allemands nous ont laissé la vie sauve. Ils ont dit, nous, les laisser là, mais eux, pas partir. Et nous, ce soir, les prendre pour les emmener en Allemagne. Si eux partir, toute femme capoute. Alors, père Vauvy nous a fait promettre, et ils ont pu penser à nous. Bravo. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'au fond de la parce qu'il y avait au moins 40 Allemands dans la cour. C'était plein d'Allemands. Excités, hein, excités, très excités. Et il y en avait 2 ou 3 au fond de la cour. Ils n'avaient pas le fusil, hein, comme ça, ils avaient le fusil en bandoulière. Ils devaient avoir 40-45 ans, parce qu'à la fin, Hitler ramassait tout. Ils nous regardaient avec des yeux tristes. Ils devaient dire, ils vont les tuer, ça va servir à quoi? Ils avaient sûrement des enfants de notre âge. Je ne peux pas dire, moi, j'ai pas de haine pour les Allemands, parce que 2 fois, au mois d'août, ça a été rebelote. Eh bien, ils ne m'ont jamais brutalisé. Je peux pas me plaindre des Allemands. Parce que chaque fois, j'ai eu affaire à l'armée régulière. S'ils avaient été c'est la fois des SS, je ne serais plus là pour raconter tout ça. Avec ce camouflé, ce STO, qui était chez mon oncle, qui était venu chez mon voisin, on allait souvent, il venait, on avait des connaissances, vu qu'il était chez mon oncle. Il s'appelait Claire, il était de l'Oriole. Et donc, souvent, on allait se baigner à Drôme, comme ça, l'après-midi. Puis un jour, il vient moi, il me dit, je prends le maquis. Et comme les Allemands nous avaient piqué 2 vélos, on n'avait plus qu'un vélo à la maison. Mon père en avait racheté un, je crois. Parce qu'il lui fallait un vélo. Alors il me dit, mais j'ai rien. Je lui dis, je t'accompagne à l'Oriole, parce que tu vas à l'Oriole prendre le maquis, et je ramènerai l'autre vélo. Ça se faisait souvent, prêter un vélo, on le ramenait comme ça, de l'autre côté. Et c'était 1h de l'après-midi, mon père faisait la sieste, et nous voilà partis. Arrivé au milieu du chemin, il y a un camion rempli de gens, et on avait l'habitude de voir les FFI, et puis je fais encore 10 mètres, je dis, fais pas le con, c'est les Boches. J'ai pas eu dit ça, il était déjà à 20 mètres dans le champ, et il courait. Putain. Alors, il y avait, je ne sais pas combien d'Allemands qui filaient à pied. Ils ont tiré au moins 150 coups de fusil. Je voyais la terre fumer dans ses pieds, ils l'ont jamais touché. Pourtant, il n'était pas loin, ils étaient maladroits. On nous avait ramassé les fusils, vous savez. On nous avait laissé les crosses ou les canons, et ils avaient emmené la moitié des fusils. Alors j'avais donné 2 fusils, mais j'en avais un que j'étais né, celui-là je l'avais gardé. Je l'avais enterré avec un bidon azur, à au moins que 150 cartouches dedans. Et que le 6 juin, moi, comme un con, j'avais déterré le fusil, j'ai dit maintenant, c'est fini. Putain, je me suis dit, ça y est, si les manteaux. Parce qu'à l'époque, avoir un fusil à la maison, fusillé sur place. Il n'y avait pas de quartier. J'ai dit, pétard, s'il trouve le fusil, alors là, on est mal barré. Tout à coup, je vois un officier qui parle un peu le français. Il brandissait le bidon des cartouches et il tenait le fusil de l'autre. Oh non. J'ai dit, cette fois, c'est fini. Et qui me crie de loin, pourquoi pas avoir donné carabine à la commandanture? Mais c'est marrant, ça m'est resté ça. On rigole maintenant. Alors ils avaient posé la question à mon père. Mon père avait dit, mais parce qu'on a les éperviers ou les faucons qui viennent nous manger les poulets, alors c'est pour ça. Et moi, il me pose la question, je réponds la même. On s'était pas en mais c'est la seule chose qui pouvait venir à l'esprit. Ils m'ont jamais pu reparler du fusil. C'est pour ça que je dis que tous les Allemands n'étaient pas des salauds. Parce que là,
Et qui c'était l'autre? Je lui ai dit, mais c'est un gars, je lui ai dit, il est un peu comme ça, il a peur des Allemands. Quand il voit un Allemand, il part en courant. C'était un peu vrai. Hein. Alors, 3 ou 4 jours de tôle, tu vas voir, je le raconte là-dedans. Puis au bout de 2 jours, rien à bouffer. Le curé Hénard est venu nous voir plusieurs fois. La Croix-Rouge nous amenait des pâtes cuites à l'eau, juste salées, je les avais trouvées bonnes, pétard. Quand on a 18 ou 20 ans, on a bon appétit, 19 ans. Et bien là aussi, voilà une chose qui m'a marqué. Les sentinelles étaient des gars qui avaient 40 ou 45 ans. Et bien on était 3 jeunes dedans, là, de 18 ans. Ils nous ont fait des tartines sur l'eau. En ration qui n'était pas grosse, ils nous les ont données. Et bien quand je raconte ça maintenant, ça me fout les larmes aux yeux. Parce qu'ils étaient humains. Parlez-moi de vos chaussettes américaines. Ah, mais alors là, c'est quand ça a été fini. Alors, on allait se promener, là, voir un petit peu ce qui s'était passé. Et on suivait le canal. À l'époque, le canal était en eau. Alors, c'était l'été, l'eau était relativement claire. À l'époque, les gens ils faisaient la lessive devant, ça servait à tout le canal. Et les Américains, mais il y en avait à tout le bas, à poil en train de se laver. Et ils mettaient leurs affaires de bord. Alors nous, on passait, on regardait, on voulait, yes. Et ils pouvaient prendre les chaussettes. J'avais ramassé 27 paires de chaussettes. Parce qu'il y a longtemps que des chaussettes, ben, il fallait les tricoter, on n'avait plus rien à se mettre au pied, ni rien. Oh pétard. Alors, quand on raconte ça maintenant, ça fait quand même rigoler. On a découvert les transistors, on ne connaissait pas ça. Vous vous rendez compte? Je me dis, mais ça joue de la musique, il n'y a point de fil, il n'y a pas de prise, mais comment ça marche ce truc-là? On était ébahis, et alors c'était toujours du jazz, parce que c'était la musique américaine, et ils avaient de la musique tout le temps. Lorsque vous regardez, parce que là on est dans votre maison, qui est une jolie maison bien aménagée, et que vous regardez le chemin parcouru, parce que, et surtout, si on tient compte de votre père, on a bien compris que l'enfance de votre père, ça a dû être coton, quoi, c'était dur. Oui. Alors, le chemin parcouru, quand même, c'est une formidable ascension. Là, ah oui, c'est sûr, oui, non mais c'est vrai. C'est vrai que... Et puis, ça je le dis dans mes mémoires aussi, là. Mon père, ça toujours, c'est vrai que je ne m'entendais pas avec lui, mais m'a dit, sois honnête, sois ordonné, sois travailleur. Surtout, qu'il me disait, t'as beau être malheureux, regarde jamais au-dessus de toi. Parce que tu as beau être malheureux, tu en auras toujours un qui sera plus bas que toi. Ça, il me l'a dit des centaines de fois. Je crois que je l'ai dit à mes enfants, mais je crois qu'ils l'ont bien appliqué aussi. Il me dit, tu sais, et puis sois travailleur, il n'y a que le travail qui te sortira de dessous. En ce moment, on ne parle que de ça, dans les nouveaux candidats. Donner du travail à tout le monde. Avec l'Internet ou tout ça, je me demande si tout le monde aura du travail. Enfin, il y aura peut-être d'autres professions qu'on n'a pas encore découvertes. Gardons le moral.